Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Jérôme Florin. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jérôme Florin. Vous êtes le sénateur Les Républicains de la Vendée, président du groupe LR au Sénat et candidat à la primaire de la droite. Les obsèques du père Olivier Maire, assassiné lundi à l'âge de 61 ans, ont lieu cet après-midi à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Vous y serez ? Bien sûr que j'y serai, bien sûr. C'est un drame, c'est le drame de la charité d'un prêtre qui est allé au bout de cette très belle vertu. C'est sans doute la plus belle de toute la charité. J'y serai parce que je le connaissais bien, je suis voisin. Et puis j'aimais sa façon de voir les choses. Non, j'y serai. Ce sera un moment extrêmement poignant et je suis sûr que beaucoup de Français, pas seulement les Vendéens, s'uniront en pensée à nous à ce moment-là. Comment vous vous étiez rencontré avec le père Olivier Maire et qu'est-ce que vous retenez de lui ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de lui ? Nous sommes rencontrés, vous savez, je suis voisin, j'habite à quelques kilomètres de Saint-Laurent-sur-Sèvre et je suis un produit de Saint-Gabriel, c'est-à-dire que pendant 7 ans, le collège, le lycée, je l'ai fait à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans une des 3 branches montfortaines, qui s'appelle Saint-Gabriel. Et puis tout naturellement, j'ai été amené à le côtoyer. C'était un homme d'une très grande bonté, mais c'était un homme qui était aussi d'une très grande culture. C'était un très bon organiste, c'était aussi un polyglotte qui parlait plusieurs langues, un érudit, il était spécialiste de la spiritualité mariale. Vous savez que le père de Montfort, c'était quelqu'un qui avait beaucoup inspiré Jean-Paul II. Jean-Paul II avait d'ailleurs utilisé la devise du père de Montfort lorsqu'il est devenu pape et il avait tenu, Jean-Paul II, à venir en septembre 96 se recueillir à Saint-Laurent-sur-Sèvre sur le tombeau du père de Montfort. Et Saint-Laurent, c'est un petit peu la cité spirituelle en Vendée. Voilà, donc il y a beaucoup de signification dans ce drame. Vous saviez qu'il hébergeait l'incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes ? Non, je ne le savais pas, mais je savais parfaitement que cette communauté avait cette tradition de charité, tradition d'accueil, de marginaux. Il y avait toujours, par exemple, l'hébergement de SDF, et je trouve que c'est ce qui rend très très belle leur action et leur engagement. Le père Olivier Le Maire est en quelque sorte allé jusqu'à la pointe de cet engagement pour la charité. Mais pour moi, qui suis aussi un homme politique, c'est pas seulement un apôtre de la charité, c'est quand même une victime. Et il faut tirer toutes les leçons, parce qu'il y a eu beaucoup de défaillances à ce niveau-là. On va en parler. Vous l'auriez fait à sa place, Bruno Retailleau ? Vous auriez accueilli cet homme qui avait incendié la cathédrale ? Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, je peux pas me mettre à sa place. J'ai un immense respect et plus que cela, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. Mais encore une fois, la charité est une vertu personnelle. Moi, je suis un homme politique et un homme politique a un devoir de prudence. Cette charité, un homme, par exemple, ou une femme peut l'exercer pour son propre compte. Mais dès lors que elle peut menacer, par exemple, et mettre en danger d'autres personnes, notre devoir à nous, les hommes politiques, c'est ce devoir de prudence, de protéger les Français. Et on voit bien avec en France cette hyper-violence qui explose, mais qui explose aussi pas seulement dans les grandes villes. Vous savez que les 6 premiers mois de l'année, cette violence, cette délinquance, ces agressions ont explosé en milieu périurbain et en milieu rural. On a le devoir de tirer les leçons de ce drame pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais on dit ça à chaque fois, Bruno Retailleau. Vous dénoncez ce matin un fiasco judiciaire. Qui a failli dans cette histoire ? Ce sont les magistrats ? Ce sont les experts qui l'ont laissé sortir de l'hôpital psychiatrique ? Mais c'est une chaîne, c'est incroyable, c'est une chaîne d'irresponsabilité, en tout cas de défaillance. On a un concentré de l'impuissance de l'État. Regardez, faisons ce constat que nous avions un étranger en situation irrégulière, qui avait fait l'objet de 3 obligations de quitter le territoire, qui était toujours sur le territoire. Nous avons en face de nous un incendiaire, l'incendiaire de la cathédrale de Nantes. Il était sorti de prison. Nous avons en face de nous quelqu'un qui était très dérangé sur le plan mental, à tel point qu'il avait fait un séjour en psychiatrie, à tel point qu'il n'a pas pu être en garde à vue parce que sa santé mentale était incompatible. Et pour autant, il était libre. Eh bien, si la première obligation de quitter le territoire parce qu'il était en situation irrégulière avait été exécutée il y a quelques années, là, il n'y aurait pas eu d'incendie à la cathédrale de Nantes et le père Olivier Maire serait toujours en vie. Mais le droit était respecté du début à la fin. Parce qu'il y a les obligations de quitter le territoire, puis à chaque fois on peut faire un recours. Ces recours ont été acceptés à chaque fois.
Oui, bien sûr. Quand la loi est insuffisante, il faut changer la loi. Et je dois dire qu'il n'y a pas que la loi. Il y a l'interprétation de la loi par les magistrats. J'ai voulu aussi souligner, et je ne veux pas mettre dans le même sac tous les magistrats, mais j'ai voulu aussi dire que pour un certain nombre de magistrats, si j'ose dire gauchisants, pour eux, la figure de l'étranger a remplacé celle du prolétaire. Cette figure-là est devenue une forme de figure rédemptrice qu'il faut sauver contre la loi. Et il y a une interprétation parfois de la loi qui est outrancière. Regardez, le juge administratif dans la cour administrative d'appel de Bordeaux, il y a quelques mois, a rendu une décision où il a étendu le droit d'asile aux réfugiés climatiques. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? La loi ne dit pas cela. C'est un magistrat qui le décide, mais c'est pas le législateur qui le vote. Je pense que, au-delà, il va falloir changer profondément la loi. Je pense qu'Emmanuel Macron doit arrêter de mollassonner. Et il y a deux révolutions à faire. Il y a une révolution pour mettre fin au laisser-aller migratoire et une autre révolution qui concerne bien sûr notre justice et le suivi des malades psychiatriques. Bruno Retailleau, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans le journal de 7h30, Véronique Margron, c'est la présidente de la conférence des religieuses et religieux de France, elle dénonçait l'indécence de ce qu'elle a appelé la récupération politique abjecte. Non, mais j'ai entendu, moi, des polémiques. Et voyez, je n'ai pas voulu polémiquer. J'ai attendu 3 jours pour m'exprimer par écrit dans un quotidien national. Et nous sommes au 5e jour et je m'exprime. C'est la première fois que je m'exprime à un micro. J'ai choisi le micro de RTL. Simplement, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, moi, j'ai lutté pour dire à ceux qui critiquaient Olivier Le Maire d'avoir fait preuve de naïveté. Je leur ai dit non, c'est son devoir de charité. Mais à l'inverse, ne critiquons pas les hommes et les femmes politiques qui essaient de trouver des solutions. Parce que, encore une fois, la charité est une vertu spirituelle éminente et humaine. Mais ne confondons pas le plan spirituel et le plan temporel. Moi, je suis un élu et, comme beaucoup d'autres, la charge que j'ai, c'est de faire en sorte de faire des propositions pour protéger les Français. Et j'en ai fait plusieurs propositions. Bruno Retailleau, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou vous êtes en vacances, peu importe, mais est-ce que vous constatez des difficultés dans l'application du pass sanitaire qui est en place depuis une semaine maintenant presque ? Écoutez, je constate que beaucoup de Français se sont fait vacciner. Encore une fois, je sais qu'il est très contesté. Moi, je l'ai voté au Sénat. Oui. Pourtant, vous voyez, je suis le patron de l'opposition au Sénat. Vous aviez demandé un pass juste et proportionné. Il l'est à vos yeux ? Écoutez, on verra l'application. Je sais que il est compliqué d'application parce qu'il repose sur des restaurateurs, sur des bistrotiers, etc. Et il est encore incertain dans ses résultats. Mais encore une fois, c'est la moins pire des solutions. La pire, c'est de ne rien faire. Et on le voit, voyez, à la Martinique, à la Guadeloupe, aux Antilles, où on a une très forte résurgence et notamment un taux d'occupation. Regardez la Martinique, 280% de taux d'occupation en soins intensifs. Donc ce serait la pire des solutions, c'est de ne rien faire. La pire des solutions, ce serait de confiner. Parce que j'entends bien sûr les gens qui disent attention à nos libertés. Mais quand on prive la liberté de tous, par le couvre-feu, par le confinement, c'est pire. Je pense qu'on vit dans des sociétés très individualistes. Et je voudrais simplement dire, mais sans insulter, parce que je pense que le gouvernement, parfois Emmanuel Macron, mais aussi son porte-parole, sont allés trop loin en pointant du doigt de France, une France volontariste qui se serait fait vacciner et l'autre défaitiste. Je pense que le vaccin, c'est se protéger et se protéger en même temps les autres. Il y a une solidarité. Notre destinée est commune. C'est un message qui n'est pas entendu par les antipasses qui se mobilisent, vous le savez, en plein cœur de l'été. Ils étaient 237 000 samedi dernier contre 114 000 3 semaines plus tôt. Ça reste marginal, mais c'est une mobilisation qui progresse de week-end en week-end. Vous l'analysez comment ? C'est un mouvement anti-Macron ou c'est plus large que ça ? En tout cas, je veux dire que n'injurions pas, n'insultons pas ceux qui n'ont pas le même avis que nous. Moi, je pense qu'il faut absolument se faire vacciner. Bien. Je pense que cette opposition, elle est le produit d'une forme d'individualisme contemporain. Elle est le produit d'une opposition à Emmanuel Macron, qui, avec ses petites phrases, a clivé énormément notre société, a fracturé la société française encore plus qu'elle ne l'était. Et puis enfin, je pense que la gestion chaotique de la crise sanitaire par le gouvernement, les masques qui ne protégeaient pas, les fiascos du dépistage au départ, le pass qui ne serait pas étendu aux activités, notamment de la vie quotidienne, je pense que tout ça fait penser que le gouvernement était soit incompétent ou soit manipulateur. Bruno Retailleau, vous êtes candidat déclaré à la primaire des Républicains, je le disais tout à l'heure.
Mais elle aura lieu, cette primaire? Parce qu'on n'y comprend plus rien. Je l'espère. Écoutez, je pense que, et depuis le départ, j'en suis, si j'ose dire, l'avocat, parce que personne n'écrase le match. Et vous savez, dans une démocratie, il y en a qui dominent quand même, pardonnez-moi, Xavier Bertrand, bon, il fait bande à part, mais Valérie Pécresse... Non, mais Valérie Pécresse est pas très loin, mais oui. Dès lors qu'il n'y en a pas un... Non, quelqu'un qui écrase le match, ce serait quelqu'un qui aille au-delà des 20% et qui, dans une succession de sondages, serait qualifié pour le second tour. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On retrouve toujours dans les sondages, qui ne veulent rien dire pour l'instant, si loin des présidentielles, le face-à-face entre Le Pen et Macron. Moi, je pense que la primaire, dans une démocratie, c'est la solution, parce que je ne connais pas d'autres règles qui permettent de faire un départage en démocratie que de donner la parole aux gens, de faire un vote. On s'est plaint du trop peu de participation, de l'abstention aux dernières élections. Bien justement, l'inverse de l'abstention, c'est de faire participer les gens. C'est ce que je souhaite. Et vous croyez que les gens ont envie de participer à ça en pleine crise sanitaire? Vous pensez que ça va passionner les gens, une primaire? Mais en tout cas, je pense... Eh bien, écoutez, moi je pense qu'en tout cas, les gens, pour une élection aussi décisive, parce que la France va mal, et que le choix de 2022, ce sera un choix qui sera absolument crucial. Crucial pour chaque Française et chaque Français. Je pense que les gens ne veulent pas abandonner ce choix, aux partis politiques, ou en tout cas à des cercles restreints. Je pense que cette demande de participation, elle est là, elle est moderne, et il faut la comprendre. Bon, on verra ce qui se passe, c'est le 25 septembre, la date de votre congrès, c'est là que vous déciderez de faire ou non une primaire. Merci d'écouter les replays de RTL. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à nous mettre plein d'étoiles. Ça fait toujours plaisir. À très vite.